zijn zo'n ploeg. Eén ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen kunnen we het coronavirus. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous allons commencer cette conférence de presse par un état des lieux de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Et c'est le docteur Van Lethem qui va débuter. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le bout du tunnel est de plus en vue pour nos maisons de repos, mais on n'est pas encore sorti du tunnel bien sûr. Jusqu'à présent, environ 142 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Ça veut dire 11% des plus de 80 ans de notre pays. La deuxième dose a commencé à être administrée à certains d'entre eux et le degré de protection donc, de cette population particulièrement à risque va augmenter dans les semaines qui viennent et on espère ceci fera au niveau des maisons de repos un barrage à la progression du virus. D'ici quelques mois, peu de mois, la campagne de vaccination va s'accélérer de plus en plus. On l'espère elle aussi exponentiellement, comme le virus l'a déjà fait à certains moments, de manière à toucher le reste de la population. Et ceci avec l'arrivée, entre autres, attendue de nouveaux vaccins. Cependant, en attendant, nous avons encore quelques semaines au minimum, peu de mois, je l'espère, d'un hiver. L'hiver, c'est plutôt une zone sombre, une zone dans laquelle on reste chez soi et pendant laquelle la pandémie a des conditions favorables pour éventuellement progresser. Pour l'instant, effectivement, le virus a toujours la main, mais dans ce match, nos meilleurs joueurs, la vaccination et le printemps sont devant nous. Et je pense qu'il faut vraiment tout faire pour arriver au moment où ce match va devenir inégal dans l'autre sens, avec nous qui mènerons le jeu. Il faut donc continuer à garder courage, bien sûr. Il faut continuer en attendant à prendre soin les uns des autres, tout particulièrement à protéger les personnes âgées et tout particulièrement à protéger le système de santé, les hôpitaux, de manière à ce que nous ne connaissions plus une situation difficile comme on l'a connue dans la première et encore plus dans la deuxième vague. On l'a dit déjà, la situation reste fragile, reste sur un plateau trop élevé pour les systèmes de santé et pour les risques de rebond de l'infection, d'autant plus que le nombre d'hospitalisations et de nouveaux cas ne semble plus diminuer pour l'instant et même dans certaines circonstances, on le verra, augmente peut-être légèrement. Si on s'intéresse, comme sur la première diapositive, à la situation épidémiologique, on se rend compte que pour les nouveaux cas diagnostiqués, il y a eu en moyenne 1963 nouveaux cas diagnostiqués, si on le compare à la semaine qui a précédé. Par rapport à ce type de chiffre, c'est toujours, heureusement, une diminution de 6%. On a une comparaison là par rapport à une période où nous avions un nombre de cas augmenté, entre autres par le testing relativement systématique des retours de zones rouges durant les vacances de fin d'année. La baisse se produit en Wallonie et à Bruxelles, avec 11% de diminution en Wallonie, 29% à Bruxelles. Par contre, on observe en Flandre, entre autres, une augmentation. L'augmentation est de 2% globalement pour la Flandre, avec pour la province du Limbourg une augmentation de 9%, pour la Flandre occidentale de 8% et de 3% pour la province d'Anvers. Il y a au niveau de la population touchée des différences importantes dans les tranches d'âge, avec toujours pour l'instant la relativement bonne nouvelle d'avoir une diminution de 20% persistante chez les plus de 80 ans, donc ceux qui sont le plus exposés à des formes sévères de la pathologie, mais par contre une augmentation chez les moins de 10 ans de l'ordre de 11%. Les augmentations en Flandre, puisqu'on a parlé de la Flandre et que les augmentations concernent essentiellement justement les enfants et la population active. Si on s'intéresse aux hospitalisations, on voit que celles-ci sont en légère hausse sur la ligne vert foncé. C'est la première fois qu'on a une légère augmentation maintenant depuis un mois. En moyenne, il y a actuellement 125 nouvelles admissions par jour. C'est une augmentation de 3% par rapport à la semaine précédente.
Ceci est particulièrement marqué durant les derniers jours. En l'occurrence, c'était le début de la semaine avec mardi un pic à 183 nouvelles admissions et des augmentations qui sont spécialement présentes au niveau des deux Flandres. L'âge moyen des patients hospitalisés, pour l'instant, est en légère diminution par rapport à celui qu'on a connu précédemment. Ceci nous amène à avoir actuellement 1941 patients hospitalisés pour Covid, dont 338 en lit de soins intensifs. Pour l'hospitalisation globale, c'est une augmentation de 2%, c'est une diminution de 2% pour l'occupation des lits de soins intensifs. Au niveau des décès, nous continuons heureusement à avoir une diminution des décès à déplorer, en l'occurrence 49 décès par jour, ce qui est 9% de moins que ce qu'on avait la semaine précédente. Alors commençons par le message classique du vendredi, celui des maisons de repos et de soins. Et au niveau des maisons de repos et de soins, comme on le disait, la situation est plutôt favorable. Les chiffres évoluent dans le bon sens et la politique de vaccination en cours devrait pouvoir maintenir cette situation dans les semaines qui suivent. Au cours de la semaine du 13 janvier au 19 janvier, comme vous le voyez sur la première diapositive, le nombre de cas a diminué en Flandre et en Wallonie et s'est stabilisé à Bruxelles. En l'occurrence, en nouvelles infections par 1000 résidents, on a eu en Flandre 6,3 nouvelles infections au lieu de 7,3 la semaine qui a précédé. En Wallonie, 3 au lieu de 5,4 et on tourne autour de 1 pour Bruxelles. Si on s'intéresse cette fois-ci aux maisons de repos dans lesquelles il y a eu au moins un cas, on se trouve avec une situation tout aussi stable, puisque la Flandre est passée de la semaine précédente à cette semaine-ci de 18 à 17%, la Wallonie de 12 à 10% et Bruxelles de 9 à 11%. Donc la situation avec des petites diminutions, petites augmentations reste totalement stable. Si on s'intéresse enfin aux situations dans lesquelles il y a eu plus de 10 cas dans une maison de repos, ceci diminue en Wallonie et se stabilise en Flandre et à Bruxelles. À Bruxelles, on ne pourrait pas stabiliser plus puisqu'on est à 0 maison de repos comme on l'était la semaine précédente. En Wallonie, c'est 2% contre 4% et en Flandre, c'est effectivement 5% stable. Après ces bonnes nouvelles concernant, relativement bonnes nouvelles en tout cas, concernant les maisons de repos, le thème du jour va être consacré à des thèmes essentiellement centrés sur la politique de testing et l'importance d'un testing précoce et réellement actif. Comme vous le savez sans doute, la conférence interministérielle, la CIM, a décidé qu'à partir de lundi prochain, donc c'est après le week-end, tous les contacts à haut risque, qu'il s'agisse de gens revenant de l'étranger de zone rouge ou des contacts à haut risque acquis par une situation ici en Belgique, devront être testés au jour 1 et au jour 7 de leur quarantaine. Ceci est clairement une amélioration importante par rapport à la situation précédente, de manière à mieux cerner la propagation du virus et à contacter plus rapidement les cas à haut risque et à les mettre en quarantaine eux aussi. C'est faisable parce que, d'une part, la prescription est maintenant essentiellement de manière électronique, par voie de SMS, et on n'a plus donc ce très gros travail administratif auquel était confrontée il y a quelques mois encore la première ligne de soins. C'est aussi possible parce que la capacité de test, comme vous le savez, est fortement augmentée et pour l'instant sous-utilisée. Nous pourrions avoir de l'ordre de 100 000 tests par jour et ces derniers jours, nous avons à peu près 40 à 45 000 tests qui sont faits tous les jours. Donc il reste une capacité importante non employée et qui permettrait de mieux gérer justement les quarantaines et les isolements et donc de mieux rompre les chaînes de transmission. Nous invitons donc toutes les personnes, et on l'a déjà dit, mais il faut parfois répéter de multiples fois les choses, qui ont des symptômes, aussi légers soient-ils, de se faire tester. De se faire tester, et on voit l'importance de cela dans le graphique ici devant vous qu'on va vous commenter. Il y a plusieurs zones de couleur. Et vous voyez que la zone de couleur la plus importante, c'est la zone en vert foncé, qui est entre le début des symptômes et la consultation. C'est celle qui ne bouge pratiquement pas au cours du temps, effectivement. Ce délai est toujours de plus de 2 jours avant qu'on contacte son médecin généraliste pour lui dire qu'on a des symptômes depuis quelques jours.
Il est clair que c'est là qu'il faut gagner le plus. Il est clair qu'il faut donc se faire tester plus rapidement, même si on a des symptômes légers. Vous voyez qu'effectivement, pour les autres parties du schéma que l'on vous montre, on a plutôt gagné du temps aux différentes étapes, alors qu'on n'a pas gagné de temps dans ce qui dépend de vous en tant que citoyen par rapport aux symptômes que vous avez et non pas la réalisation du test au temps de contact après que le test soit devenu positif et ainsi de suite. Toutes choses qui se sont progressivement et heureusement au cours du temps nettement améliorées. On sait que le problème de ce virus, c'est qu'on est contagieux, bien sûr, quand on est malade, mais on est surtout contagieux au tout début de ses symptômes et pendant les quelques jours qui précèdent. Et c'est là le piège majeur, d'ailleurs, que ce virus a par rapport à d'autres virus. On va, pour vous illustrer ça, vous parler de 2 scénarios, fictifs, bien sûr. Il pourrait y avoir de multiples variantes. On a pris 2 extrêmes par rapport aux multiples variantes. Un premier scénario que vous voyez ici, dans lequel les personnes présentent des symptômes faibles, rien qui les mène à l'hôpital, bien sûr, et dans lequel elles ne font pas de test, quelle qu'en soit la raison. Prenons par exemple un monsieur, on va l'appeler Jean, qui a une fille, Olivia, avec son ex-compagne, Christine. Sans savoir, au niveau professionnel par exemple, ou par une rencontre avec des amis, Jean est infecté par le coronavirus. Au bout de 3-4 jours, un matin, il se rend compte qu'il a un peu mal de gorge, qu'il reste encore fort fatigué alors qu'il a normalement dormi et qu'il a mal de tête alors qu'il n'a jamais mal de tête. Il n'a pas de température, il n'a pas mal partout. C'est le jour 0 de son infection et il n'est pas très inquiet. Il se dit, c'est peut-être ça, mais je ne pense pas que ça. Et donc on va attendre pour voir un petit peu. On va attendre, Jean est prudent par rapport à ses contacts autres. Pas évidemment par rapport à Olivia qui est à la maison, puisqu'ils vivent ensemble. Et il ne se faisait donc pas tester. Au bout de 3-4 jours, il va mieux, tout disparaît, il est donc persuadé que c'était autre chose, mais que ce n'était pas le Covid, puisqu'il n'a pas été très malade finalement. Et vous voyez sur le tableau devant vous la période d'infectiosité de Jean, parce que Jean était effectivement porteur du virus. Vous voyez que Jean était malade seulement pendant 4 jours ici, mais que Jean était déjà potentiellement infectieux 2 jours avant, au moins, et qu'il l'est resté encore pendant quelques jours après la disparition de ses symptômes. C'est pour ça qu'on dit effectivement qu'on reste contagieux et qu'on reste en isolement jusqu'à au moins 3 jours après la disparition des symptômes et ou de la température. Olivia, sa fille, était chez lui pendant cette période et elle a été infectée parce qu'à la maison, Jean n'a pas pris de précautions particulières. Olivia n'est pas malade et Olivia va passer la semaine suivante chez sa maman Christine. Olivia vit normalement avec sa maman sans précautions particulières comme c'est d'usage et Olivia passe l'infection à sa maman. Pas de chance, Christine ne travaille pas à la maison, mais Christine travaille dans une maison de repos et de soins. Et dans la maison de repos et de soins, elle n'a pas de symptômes, elle fait attention, peut-être pas assez attention, et elle contamine quelqu'un dans la résidence. Quelques jours plus tard, elle présente des symptômes, mais à ce moment-là, effectivement, Christine, avec ses symptômes, va se faire tester et va se mettre en isolement, mais elle a déjà contaminé quelqu'un dans l'endroit où elle travaille. Comme d'habitude, la personne qui a été contaminée n'a pas de symptômes directement. Ils mangent tous ensemble dans la maison de repos et de soins et le virus a le temps de contaminer d'autres personnes. Il se propage donc à bas bruit dans la maison de repos pendant 5 jours, pendant 7 jours. Finalement, des résidents tombent malades, certains sont hospitalisés et certains ne reviennent pas à la maison de repos. Olivia va à l'école, bien sûr. Et Olivia, comme elle n'a pas vraiment de symptômes, eh bien, elle contamine une amie. Elle contamine une amie, cette amie tombe malade, et finalement, elle est testée, et elle est testée positive. Et à ce moment-là, entre en marche la structure des PMS qui lance une recherche de contact dans l'école. L'ami d'Olivia est mis en isolement. Ses contacts à haut risque sont eux aussi mis en quarantaine et seront testés. Dans ce scénario, on va l'analyser par la suite, vous voyez que la maladie a eu l'occasion de se propager dans différents milieux. Prenons le scénario contraire, le contraire total, toujours des symptômes légers, mais on prend la précaution de faire un test.
Jean, Olivia et Christine sont toujours les 3 acteurs principaux de notre scénario. Alors cette fois-ci, Jean a les mêmes symptômes, bien sûr. C'est toujours le jour 0. Jean se dit, ça pourrait être le Covid. Il reste à la maison, il téléphone à son médecin traitant, il se fait tester l'après-midi et Jean saura comme ça, 24-36 heures plus tard, qu'il est effectivement positif. Il se met en isolement pendant 7 jours et forcément, Olivia qui vit avec lui est un contact à haut risque. Elle entre donc à ce moment-là en quarantaine et comme elle est en quarantaine, eh bien, elle ne va pas aller chez sa maman Christine, elle ne va pas aller à l'école, elle ne contamine pas sa maman qui ne contamine personne d'autre, elle ne va pas à l'école et donc elle ne contamine pas son ami. Il n'y a donc pas de transmission, les différentes chaînes de transmission ont été rompues de manière précoce et on a effectivement fait son job par rapport à ce que le virus nous présente comme piège. On l'a dit, il y a d'autres scénarios, bien sûr, qui ne sont pas aussi extrêmes que ces deux-ci, mais qu'est-ce qu'on peut retirer des 2 scénarios en question? Eh bien, c'est que le choix que l'on fait soi-même de se faire tester, parfois inutilement, bien sûr, précocement, a un impact global potentiellement important pour la population. Contactez votre médecin au moindre symptôme et faites le test, et tant mieux, effectivement, s'il est négatif. Cette rapidité est totalement essentielle. Respectez, bien sûr, la quarantaine et contactez les gens que vous connaissez, à la limite vous-même, avant que le centre de tracing ne les contacte pour qu'ils se mettent en quarantaine le plus rapidement possible. C'est cette précocité de la quarantaine qui, à nouveau, va aider à briser les chaînes de transmission. C'est vrai pour quelqu'un qui est malade, c'est vrai pour quelqu'un qui revient d'une zone rouge, d'une zone à haut risque de la même manière. Si vous êtes malade et que vous êtes contacté, on l'a vu maintenant de plus en plus précocement par les centres de suivi, n'hésitez pas à leur donner tous les contacts et ne pas en masquer. Ceci est en faveur du virus, ceci n'est en faveur que du virus. C'est effectivement cette technique-là qui permettra, en attendant que le vaccin soit plus répandu, de limiter la propagation de la pathologie. Et donc, c'est un rôle essentiel que nous pouvons tous assumer. Dans le même contexte, d'ailleurs, on voulait vous parler d'une initiative que l'on trouve extrêmement positive, qui a lieu actuellement à Bruxelles. C'est une procédure de test simplifié. La situation qu'on vient de décrire était tout à fait connue partout et à Bruxelles de la même manière. Les gens attendent trop longtemps pour se faire tester. En plus, on sait qu'à Bruxelles, une partie significative de la population n'a pas de médecin traitant et donc n'a pas un relais potentiel auquel elle peut téléphoner en confiance facilement. C'est pourquoi les autorités sanitaires à Bruxelles ont simplifié depuis hier la procédure de testing. Toute personne qui présente des symptômes ou toute personne qui est identifiée, par exemple, par un ami proche ou un membre de la famille comme étant un contact à haut risque, peut désormais prendre un rendez-vous sans passer par un relais d'une prescription, même électronique. Il suffit de déclarer que l'on a des symptômes ou de déclarer de soi-même, en toute bonne foi, que l'on a été effectivement un contact à haut risque. Ceci simplifie, entre autres, pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui ne sont pas dépistées par le système de tracing, de faire un prélèvement rapidement et facilement. Les Bruxellois qui souhaitent passer par cette technique peuvent prendre rendez-vous par le site web brussels.testcovid.be. N'hésitez donc pas à le faire, même pour des symptômes légers. Rappelez-vous le scénario qu'on vous a décrit aujourd'hui. Il est clair que si vous avez des symptômes prononcés sévères, plus graves, c'est un médecin et ou les urgences d'un hôpital qui doivent être alors consultées. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde, goedemorgen iedereen. Het licht aan het einde van de tunnel schijnt ondertussen steeds feller voor onze woonzorgcentra. Maar we zijn er nog niet. Tot dusver hebben bijna 142.000 mensen een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Dat is 11% van onze 80-plussers die een eerste dosis hebben gekregen. In Vlaanderen hebben nu 68% van de bewoners in de woonzorgcentra een eerste dosis gekregen.
Geleidelijk aan zullen nu ook de tweede vaccindosissen toegediend worden en zullen we de komende weken de beschermingsgraad zien toenemen in de woonzorgcentra. Binnen enkele maanden zal de vaccinatiecampagne ook exponentieel toenemen voor de rest van de bevolking. Maar in deze donkere wintermaanden bevinden we ons nu nog in een moeilijke fase van de epidemie. Voorlopig speelt het virus nog een thuismatch, maar onze beste spelers moeten nog op het veld komen, met name de lente en het vaccin. Uiteindelijk zullen de kansen ook in ons voordeel keren. Laat de moed dus niet zakken. Hou vol en draag zorg voor elkaar. Laat het onze ambitie zijn om gedurende deze winter onze ziekenhuizen en risicopersonen nog optimaal te beschermen. De situatie blijft immers bijzonder fragiel, met een hoog plateau van nieuwe besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames, en die laatste lijken nu ook verder niet meer te dalen. De afgelopen week werden er gemiddeld 1963 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een verdere daling van 6% in vergelijking met de week ervoor. Maar deze daling doet zich enkel voor in Wallonië en Brussel, met afnames van respectievelijk min 11% en min 29%, terwijl we in Vlaanderen weliswaar een lichte toename zien van plus 2%. En deze toename is het meest uitgesproken in de provincie Limburg met plus 9%, gevolgd door West-Vlaanderen met plus 8% en Antwerpen met plus 3%. Er zijn ook grote verschillen in functie van de leeftijd. De daling is het grootst bij de 80-plussers met min 20%, maar bij de kinderen onder de 10 jaar zien we wel een toename van 11%. Opvallend is dat de toenames in Vlaanderen zich vooral voordoen bij de kinderen en ook de actieve bevolking. De nieuwe ziekenhuisopnames stijgen nu licht. En dat is de eerste keer dat we terug een lichte stijging zien sinds meer dan een maand. Er zijn nu gemiddeld 125 nieuwe opnames per dag, wat 3% hoger is dan de week ervoor. We zien de toename voornamelijk in de afgelopen paar dagen, met een uitschieter van 183 nieuwe opnames op dinsdag. De toename van de ziekenhuisopnames is het meest uitgesproken in Oost- en West-Vlaanderen. Er liggen nu 1941 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 338 op intensieve zorgen. Het totaal aantal patiënten in het ziekenhuis ligt daarmee 2% hoger dan vorige week, terwijl het aantal patiënten op intensieve zorgen nog met 2% is afgenomen. De overlijdens gaan verder in dalende lijn en dat blijft goed nieuws. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 49 overlijdens per dag te betreuren, wat 9% minder is dan de week ervoor. Ondanks de negatieve berichten over Britse varianten in woonzorgcentra gaan de cijfers in de woonzorgcentra gelukkig nog steeds de goede kant uit. In de voorbije week, en dat is de week van 13 januari tot en met 19 januari, daalde het aantal nieuwe besmettingen in Vlaanderen en Wallonië in de woonzorgcentra. In Brussel was er een stabilisatie. In de Vlaamse woonzorgcentra werden 6,5 nieuwe besmettingen per 1000 bewoners per week vastgesteld. De week ervoor waren dat er nog 7,3 op 1000. In Wallonië was dat 3 op 1000 bewoners, tegenover 5,4 ervoor. En in Brussel 1,1 op 1000, tegenover 1 in de week ervoor. 17% van de Vlaamse woonzorgcentra rapporteert minstens 1 COVID-besmetting, tegenover 18% de week ervoor. In Wallonië is dat momenteel 10% en in Brussel 11% van de woonzorgcentra.
Het percentage woonzorgcentra met uitbraken waarbij minstens 10 COVID-gevallen werden gerapporteerd, daalt in Wallonië en blijft stabiel in Vlaanderen en Brussel. De voorbije week kampte 5% van de Vlaamse woonzorgcentra met een grote uitbraak. Dat is vergelijkbaar met de week ervoor. In Wallonië betreft dat 2% van de woonzorgcentra, in vergelijking met 4% de week ervoor. En in Brussel werden geen grote uitbraken in woonzorgcentra gemeld. De interministeriële conferentie Volksgezondheid besliste op 15 januari dat vanaf aanstaande maandag, 25 januari, alle hoogrisicocontacten dienen getest te worden op dag 1 en dag 7 van de quarantaine. Tot nu toe was die test op dag 1 enkel nodig voor terugkerende reizigers. Binnenkort wordt dat dus uitgebreid naar alle hoogrisicocontacten. Dit is een heel belangrijke verbetering om de verspreiding van het virus verder in te dijken. Die verbetering is nu haalbaar omdat de mogelijkheid om zich te laten testen grotendeels geautomatiseerd werd met behulp van een sms, waardoor huisartsen hiervoor minder belast worden. Er is ook voldoende testcapaciteit om de stalen voldoende snel te kunnen analyseren. We roepen daarom iedereen op om ook bij milde symptomen of bij een hoog risicocontact om zich zo snel mogelijk te laten testen. Deze grafiek toont de evolutie van de gemiddelde tijdsduur tussen het verschijnen van de eerste symptomen en het telefonisch contact van het contactcenter met de patiënt. Dit duurt gemiddeld iets minder dan 4 dagen. Op het ogenblik dat de contactopsporing begint, is de patiënt dus gemiddeld reeds 6 dagen besmettelijk. De tijd tussen het optreden van de symptomen en het consulteren van de huisarts, en dat is het donkergroene gedeelte van deze grafiek, draagt het meest bij aan de totale tijdsduur. Gemiddeld wacht men dus nog steeds ruim 2 dagen af na het optreden van de eerste symptomen, vooraleer men de huisarts contacteert. Het is absoluut cruciaal om ook bij lichte symptomen zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts en u te laten testen. U bent immers reeds besmettelijk voor het optreden van symptomen. En het is belangrijk om al uw hoogrisicocontacten zo snel mogelijk in quarantaine te laten gaan, vooraleer zij zelf besmettelijk worden. Vergeet daarbij niet dat personen het meest besmettelijk zijn juist voor en vlak na het verschijnen van de eerste symptomen. Aan de hand van 2 fictieve scenario's zouden we het belang van snel laten testen en het respecteren van de quarantaine willen illustreren. We beginnen met een eerste scenario. Iemand ontwikkelt milde symptomen en laat zich niet testen. Stel, Jan heeft 1 dochter, Olivia, in co-ouderschap met Christine. Jan geraakt zonder het te weten besmet met het coronavirus en enkele dagen later wordt hij wakker. Hij heeft lichte keelpijn, plotse hoofdpijn en voelt zich wat moe. Hij heeft geen koorts. Dit is dag 0, het begin van de symptomen. Jan redeneert dat het wel geen COVID zal zijn en dat het waarschijnlijk snel zal overgaan. Hij besluit wel om heel voorzichtig te zijn, maar laat zich niet testen. Na 4 dagen voelt Jan zich inderdaad een heel pak beter en hij is er gerust in dat het probleem voorbij is. Hij heeft nooit geweten of hij effectief besmet was met het coronavirus. Deze tabel toont het verloop van Jans coronavirusinfectie. Jan heeft zich in totaal dus 4 dagen ziek gevoeld, maar hij is 9 dagen besmettelijk geweest. 2 dagen voor het begin van de symptomen en tot 3 dagen na het einde van de symptomen.
Olivia, de dochter van Jan, verbleef in die periode bij haar papa en geraakte door hem besmet. Olivia vertoont echter geen symptomen. Olivia wordt 1 week later besmettelijk op het moment dat zij verblijft bij haar mama. Daar geeft Olivia het virus door aan haar mama Christine. Christine werkt in een woonzorgcentrum en geeft zonder het te weten het virus door aan een bewoner. Pas 2 dagen later vertoont Christine de eerste symptomen. Zij laat zich onmiddellijk testen en gaat onmiddellijk in isolatie. De besmette bewoner heeft op dat moment nog geen symptomen en geeft het virus op zijn beurt door aan andere bewoners van het woonzorgcentrum. Het virus kan zich daardoor gedurende 1 week ongemerkt verspreiden in het woonzorgcentrum. Verschillende bewoners worden tegelijk ziek en belanden in het ziekenhuis. Een aantal daarvan redden het uiteindelijk niet. Olivia besmet ook, zonder het te weten, een vriendin op school. Haar vriendin wordt ziek en test vervolgens positief op het coronavirus. Het CLB start de contacttracing in de school op. Olivia's vriendin gaat in isolatie en haar hoogrisicocontacten gaan in quarantaine. En nu het tweede scenario. Milde ziekte met een test. We nemen opnieuw dezelfde situatie van Jan, Olivia en Christine. Jan wordt opnieuw wakker. Hij heeft lichte keelpijn, plotse hoofdpijn en voelt zich vermoeid. Geen koorts. Dit is dag 0. Jan blijft thuis en contacteert zijn huisarts. De huisarts schrijft een test voor. Jan test positief en gaat 7 dagen in isolatie. Zijn dochter Olivia wordt beschouwd als een hoogrisicocontact en gaat ook in quarantaine. Zij blijft de komende 17 dagen bij haar papa. Het coronavirus verspreidt zich niet verder naar Christine of op de school. Daardoor is er geen coronavirusuitbraak in Olivia's school en geen uitbraak in het woonzorgcentrum waar Christine werkt. Er zijn ook geen overlijdens. Dit is natuurlijk maar 1 van de vele mogelijke scenario's, maar de conclusie die we kunnen trekken geldt voor elke situatie. De keuzes die ieder van ons voor zichzelf maakt, maken wel degelijk het verschil voor anderen. Wacht dus niet om uw huisarts te contacteren bij het optreden van symptomen die op COVID kunnen wijzen. Ook al gaat het om milde symptomen. Snelheid is essentieel. Op het ogenblik dat u de eerste symptomen vaststelt, hebt u waarschijnlijk reeds meerdere mensen kunnen besmetten. Respecteer de quarantaine- en isolatieregels, ook na een verblijf in een rode zone, en ook al denkt u dat er weinig kans is dat u besmet geraakt bent. Help de contacttracers zo goed mogelijk, zodat uw hoogrisicocontacten goed in kaart kunnen worden gebracht en in quarantaine kunnen gaan vooraleer ze zelf besmettelijk worden. Enkel zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus onder controle houden. Daarin kan ieder van ons het verschil maken. Verder hebben we ook nog goed nieuws te melden in verband met een vereenvoudiging van de testprocedure in Brussel. Ook in Brussel stelde men reeds geruime tijd vast dat mensen te lang wachten om zich te laten testen. Daarom vereenvoudigden de Brusselse gezondheidsinstanties gisteren de testprocedure in Brussel. Elke persoon die symptomen vertoont of als hoogrisicocontact werd geïdentificeerd, kan nu zonder voorschrift en zonder huisarts een testafspraak maken. Daarvoor volstaat een verklaring dat u mogelijk COVID-symptomen heeft of een hoogrisicocontact heeft gehad. Dit maakt het een stuk gemakkelijker voor mensen met symptomen of hoogrisicocontacten die geen vaste huisarts hebben om zich te laten testen. En we weten dat in Brussel dit het geval is voor veel Brusselaars, dat zij geen vaste huisarts hebben.
Brusselaars die zich willen laten testen, kunnen dus nu heel eenvoudig een testafspraak maken via de website brussels.testcovid.be. Doe dit zeker bij milde symptomen. Als u ernstige klachten heeft, is het nog altijd best om eerst advies te vragen van uw huisarts. Voor de andere regio's is er niets veranderd. Bij klachten moet u uw huisarts contacteren en krijgt u een code waarmee u zich kan laten testen. Dank u voor uw aandacht. Le monde est confronté au Covid-19 depuis plus d'un an maintenant. Chaque semaine nous amène de nouvelles informations, que ce soit sur la propagation du virus et de ses variants, les avancées des chercheurs pour mieux comprendre son fonctionnement et la manière de le combattre, et les nouvelles armes s'offrant à nous, c'est le cas du vaccin. Ces évolutions se déclinent et sont suivies aussi au niveau national, les courbes de contamination, d'hospitalisation, de décès, l'apparition et le développement de certains variants, l'adaptation des mesures et puis aussi le lancement de la campagne de vaccination qui nous apporte une note d'espoir. Au milieu de toutes ces évolutions, de ces variants, variantes, rappelons-nous qu'il reste une constante. La somme de nos comportements individuels, notre comportement collectif, notre solidarité, joue un rôle sur l'évolution de la pandémie. Et des gestes connus à présent de tous permettent de limiter la propagation du coronavirus, ce qu'on a appelé les règles d'or. Cette combinaison de règles constitue une barrière efficace, y compris face aux variants. Quelle que soit l'évolution de la pandémie dans les prochains mois, et dans l'attente d'une couverture vaccinale suffisante, les règles d'or resteront des réflexes primordiaux. D'abord, rester chez soi, si on est malade ou si on est contacté à haut risque, et se faire tester rapidement. Et ensuite, parce qu'on ne sait pas si on est contaminant ou si les gens autour de nous le sont, assurer une bonne hygiène de nos mains, éviter les trop grandes concentrations de personnes, garder nos distances physiques, aérer régulièrement les espaces clos et porter un masque dans les endroits où cela est nécessaire. Ce sont des comportements simples qui continueront à être importants dans les mois à venir. Ces règles de base, elles se déclinent, elles se complètent par des mesures qui sont adaptées régulièrement. Et on les adapte parce que la situation évolue. La situation d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a une semaine ou d'il y a un mois. Un nouveau comité de concertation aura lieu aujourd'hui et se penchera sur cette combinaison de mesures pour voir si elles doivent être modifiées ou non. Comme lors des prises de décision précédentes, nous vous les transmettrons via mail Bialert, et via le site web info-coronavirus.be. Ces mesures seront également traduites en plus de 25 langues pour que tout le monde ait accès à cette information. Le site Info Coronavirus est aussi un bon point de départ pour retrouver du contenu sur la vaccination. Nous travaillons également à traduire ce contenu dans plus de 25 langues afin qu'un maximum d'entre nous puissent être informés correctement face à ce défi qui nous attend. S'informer, c'est vraiment la base de notre combat à tous. Et donc merci à vous qui suivez peut-être même régulièrement ces moments d'information. On vous souhaite un bon week-end. Goedemorgen. De wereld zit al meer dan een jaar opgeschept met COVID-19. Elke dag evolueert de pandemie. Er dienen zich nieuwe uitdagingen aan, zoals bijvoorbeeld de varianten, maar ook opportuniteiten, zoals de vaccins. Ook in België evolueert de pandemie. De cijfers zijn de afgelopen jaren gedaald en jammer genoeg ook af en toe gestegen. We hebben maatregelen versoepeld en verstrengd en recent werden we geconfronteerd met varianten. Met de vaccins hebben we nu een concreet hoopvol vooruitzicht. Maar hoe de pandemie de komende weken, maanden zal evolueren, is onzeker. Maar net zoals de afgelopen maanden zal ons gedrag bepalen hoe de pandemie zich zal evolueren in de komende weken, maanden. Doorheen heel de evolutie van de pandemie is er één constante, namelijk de gouden regels. Deze regels zijn een effectieve dam tegen de verspreiding van het virus, ook tegen varianten.
Hoe de pandemie zich de komende weken ook zal evolueren, de gouden regels zullen de komende maanden gezonde reflexen moeten blijven voor iedereen. Blijf onmiddellijk thuis en als je ziek bent, laat je onmiddellijk testen. Hou voldoende afstand en vermijd samenscholingen. Zorg voor een goede handhygiëne en goede ventilatie binnen. En draag een mond-neusmasker op plaatsen waar dit verplicht is of waar je de afstand niet kan bewaren. Dit zijn eenvoudige gedragingen die we ondertussen allemaal kennen, maar die ook de komende maanden enorm belangrijk zullen zijn om het virus onder controle te houden. Zoals u weet is er deze namiddag een overlegcomité en zoals steeds zullen we de beslissingen die genomen worden door het overlegcomité per mail versturen naar alle mensen die zijn ingeschreven in BiAlert. Als je nog niet bent ingeschreven, kan je dat nog steeds doen op de website www.bi-alert.be. Tevens publiceren we uiteraard de informatie op de website info-coronavirus.be. En deze informatie zal ook vertaald worden in meer dan 25 talen en beschikbaar zijn op de site. Deze site bevat ook heel veel informatie over het vaccin. En ook deze informatie zal vertaald worden in meer dan 25 talen. Dus alle organisaties, mensen, denk onder andere aan huisartsen, maar ook middenveldse organisaties die bezig zijn met anderstaligen, kunnen daar zeker nuttige informatie vinden. Goed, ik denk dat we samen hoopvol vooruit gaan. We moeten nu vooral geduld hebben en geen stappen overslagen. Ik wens jullie een prettig en fijn, maar vooral veilig weekend. Dank u wel. En er zijn geen vragen vandaag binnengekomen van journalisten, dus dan kunnen we concluderen dat alles duidelijk was. En dan wens ik jullie inderdaad een prettig weekend en de volgende persconferentie zal dinsdag om 11 uur plaatsvinden. Donc, la prochaine conférence de presse aura lieu le mardi à 11 h. Bon week-end.